Alors, bonjour et bienvenue et merci à Rachel, à l'inspecteur, d'être ici avec nous, invité donc par Passeur de mots dans le cadre du livre lu ado pour son roman I Love l'anglais, qui est dans la sélection de cette année. Et donc cette rencontre va se dérouler en 2 temps. On va commencer par la lecture d'un extrait et puis on continuera voilà, avec des questions, tout ce que vous avez envie de savoir. Des compliments. Des compliments, voilà. Des critiques. Et donc une rencontre qui est retransmise en même temps sur Facebook. Donc évidemment, les personnes connectées peuvent également poser des questions. Et sur TF1. Et sur TF1, BFM, enfin tout le monde, quoi, voilà. Arte. Et, ah voilà. Flatté. Voilà. Ok. Alors je commence par un extrait du début du roman. Fat. Tout le monde a fait de l'anglais en primaire, n'est-ce pas? Nous lance Madame Renard, notre professeur, dès que nous sommes installés dans la salle. J'ai murmuré un « pas moi », timide, et ma voix minuscule est immédiatement couverte par les « yes » et les « oui » beuglés par le reste de la classe. Je n'insiste pas. Je me sens perdue au milieu des autres élèves de ma 6e qui ont tous l'air de bien se connaître. Moi, je ne connais personne, et personne ne me connaît. Alors, pas envie de me faire remarquer dès le premier jour, dès le premier cours. Seul un garçon aux cheveux roux semble aussi solitaire que moi. Et pas le temps de l'observer, car la professeure a repris la parole. Nous irons donc assez vite au début. Les chiffres, les couleurs, la famille, les pièces de la maison, je suppose que c'est du déjà vu. Yes! S'écrièrent-ils tous. On connaît ça par cœur, ajoute ma voisine. Par cœur? Le mien s'arrête de battre. Déjà, la professeure nous fait feuilleter le manuel à toute vitesse. Elle nous présente les personnages qui vont nous accompagner tout au long de l'année, nous explique ses méthodes de travail, nous inonde de conseils et de consignes. Docilement, comme les autres, je tourne les pages d'un air blasé, en me répétant fiévreusement « Il faut que je lui dise, il faut que je lui dise ». Et puis, la professeure lance soudain « Close your books ». Je vois les autres fermer leurs livres et je les imite. La prof reprend. Vous savez tous comment on fait pour se présenter. Alors on commence. I'm Madame Renard. Mrs. Fox in English. Rire des initiés. Je grimace. C'est quoi un fox? Who are you? Demande la professeure à un garçon très mignon, assis au dernier rang. I'm David, répond-il du tac au tac. Good. And you? Who are you? Continue Madame Renard en s'adressant au garçon roux. I'm Thomas, dit-il d'une voix traînante, en prononçant le S à n'en plus finir. Tout le monde se retourne vers lui en ricanant. Le pauvre. Hors de question que je subisse le même sort. Je n'ai pas mis longtemps à comprendre que la question « Who are you ?» signifie « Qui es-tu » J'ai aussi saisi qu'il faut répondre en donnant son nom précédé d'un cri de douleur « Aïe !» suivi d'un meuglement « Me ». « Aïe me » Fébrillement, je répète dans ma tête « Aïe me Fatoumata, Aïe me Fatoumata ». Ce n'est pas très difficile. N'empêche, je suis terrorisée à l'idée de devoir pour la première fois de ma vie parler anglais. Et en plus devant tous ces inconnus, très savants et très moqueurs. Mon Dieu, ça va être mon tour. Morte de peur, je vois la professeure se camper devant ma table en me lançant son effrayant « Who are you ?» J'ouvre la bouche et balbutie d'une voix tremblante « I me fat. » Et puis je m'arrête, la gorge serrée, à bout de force et de salive. « Fat ?» répète Madame Fox avec un grand sourire. « Pourtant, tu n'as pas l'air si fat que ça. » Les autres élèves éclatent de rire, fiers d'avoir compris,
et se mettent à répéter sur tous les tons I'm fat, I'm fat, me montrant du doigt. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Pourquoi ils se moquent de moi? Je ne comprends pas. Mais dès le lendemain matin, je comprends quand, au moment où j'entre dans la classe, tout le monde se met à hurler « Salut la grosse !» Tout le monde, sauf Thomas. English. Je ne suis pas grosse, mais j'ai un gros problème. Je suis apparemment la seule élève de la 6e D à ne pas avoir fait d'anglais en primaire. D'ailleurs, je suis seule tout court. Dans ma classe, il n'y a personne de mon école, personne de ma cité, personne que je ne connais. Je suis à l'étranger et je suis une étrangère. Plus encore que le malheureux Thomas qui parle français avec un drôle d'accent dont les autres se moquent, mais qui semble comprendre tout ce que dit cette terrible Madame Renard, ce qui est loin d'être mon cas. Deuxième cours. Madame Renard, ou plutôt Mrs. Fox, comme elle veut qu'on l'appelle, relève les fiches en faisant des commentaires. En anglais, bien sûr. J'attends mon tour avec angoisse. Et ça ne rate pas. Le regard rusé du renard s'attarde sur le bas de ma feuille. La prof me lance un vulgaire « No pets !» La honte, les joues brûlantes, scandalisée par le sans-gêne de cette femme, je murmure un furieux « Bien sûr que non !» Heureusement, elle s'éloigne sans insister. Ouf. Mais 3 tables plus loin, la voilà qui s'exclame bien fort. « Six pets !» Thomas, car c'est de lui qu'il s'agit, se rengorge, très fier apparemment de la publicité ainsi faite de ses dérangements intestinaux. Je lui jette un regard dégoûté, tandis qu'il énumère à toute vitesse une liste de mots d'où émergent les noms canari et hamster. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce que les animaux viennent faire là-dedans? L'autre jour, c'est vrai, j'ai entendu à la télé que les pets des vaches détruisent la couche d'ozone. Ce qui m'a bien fait rire. Mais à part ça, je ne vois pas le rapport. Attention, ce n'est pas fini. Une fois les fiches relevées, la prof repart en guerre en nous mitraillant de questions. Et je me recroqueville sur ma chaise. Pourvu qu'elle ne me voie pas, pourvu qu'elle m'oublie, pourvu qu'elle... Fatoumata, what's your father's job? Oh. Je reconnais vaguement les mots de la fiche, mais j'ai tellement peur que tout se mélange dans ma tête. Maman, au secours! Pourtant, il faut répondre, car le renard s'impatiente. Alors, paniquée, je lâche le seul mot qui me vient à l'esprit. Mother. Toute la classe se met à hurler de rire. Et la professeure me demande d'un air moqueur. Your father is a mother. Are you sure? Non, je ne suis pas sourd. Pas sourd du tout. Surtout quand les autres se mettent à ricaner. Ton père et ta mère? Alors, et comment ils ont fait pour te faire? Mais ce dont je suis sourd, et même archi sourd, c'est que je déteste l'anglais. Et il me le rend bien. Ah, c'était super. C'était très, très, très bien. Ouais. Oui, bon, il y a eu quelques fautes de prononciation, oui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? On lui met combien? Niveau 6e. On lui met combien? Quand même, elle a répété, elle a mal prononcé le... Hein? On est d'accord? On lui met sur 20, on lui met 15 parce qu'il y avait quand même des efforts. Ah, c'est allez. C'est une bonne note. Je peux vous faire un sourire sans masque, après je remets le masque? Voilà, vous m'en faites un? Ça va, c'est mieux quand même. Hein. C'était mieux quand on pouvait mettre du rouge à lèvres et se faire... Enfin, pas tout le monde, mais et se sourire. Eh bien, enchantée d'avoir autant de monde quand même, alors qu'on a
a le droit d'être beaucoup, donc on est quand même beaucoup, et c'est super agréable, voilà. On ne le dira pas à la police du Covid. Non. Non, mais ça va, on fait attention. Alors, comment on procède? Vous avez préparé des questions? Vous avez des questions? Oui. Moi, j'en ai quelques-unes, évidemment. Alors, comment on sait s'il y a des millions de gens qui suivent? Alors là, on en a 3. Bon, c'est le début. Alors, la première question que j'ai envie de poser sur ce roman, évidemment, c'est qu'il y a du vécu là derrière. En tant que professeur d'anglais, vous avez été? Oui, j'ai été professeur d'anglais. J'ai eu des élèves qui tombaient systématiquement dans les pièges que tend l'anglais. Vous êtes d'accord? L'anglais, quand même, c'est piégeux. Hein, les mots sont à l'envers, la prononciation, c'est quand même très compliqué. Ça ne se prononce pas du tout comme ça s'écrit. Il y a des mots qui ressemblent au français qui veulent dire la même chose ou pas du tout. Hein, c'est le cas dans le livre. Il y a des mots qui posent problème à Fatoumata et qui vous posent peut-être problème. Je me souviens, moi, d'élèves, de petites élèves très pudiques, quand j'avais parlé de face, et qui croyaient que je leur demandais de parler de leurs fesses, c'est sûr que ça c'était très choqué. Et face, ça ne veut pas dire fesses, ça veut dire face, la face, le visage en fait, etc. Donc il y a mon vécu de professeur d'anglais, il y a mes élèves, et il y a mon envie, ce que je fais dans tous les livres que j'écris, de raconter comment quelqu'un qui n'a pas forcément des cartes dans son jeu, hein, au départ, qui a des problèmes, là c'est un problème qui n'est pas bien grave, mais bon, quelqu'un qui a un problème au départ va pouvoir résoudre son problème et en tout cas réussir à aller mieux, tout en restant fidèle à ce qu'elle est, c'est-à-dire que Fatoumata, elle ne connaît pas l'anglais au début, et à la fin, faut pas que je vous dise, parce qu'en fait vous ne l'avez pas lu. Si, tout le monde l'a lu? Toute la salle? Oui. Et voilà, on ne peut pas dire. Disons que elle va rester Fatoumata du début jusqu'à la fin. Voilà, elle ne veut pas changer, mais elle ne s'avoue pas vaincue. Au début, elle a un problème. Il y a différentes manières de réagir dans la vie. Hein. Quand on a un problème, grave ou moins grave, on peut se coucher dans le caniveau et dire je suis malheureux et toute ma vie je serai malheureux, ou c'est pas juste, ou se dire oh ben c'est pas de chance, ou bien c'est horrible, ou bien oh c'est pas agréable, mais j'y vais. Je vais résoudre mon problème, ou en tout cas arriver à vivre avec. Vous êtes d'accord que c'est plutôt une bonne attitude de faire ça? Et donc Fatoumata, elle fait ça parce que moi quand j'écris, j'aime bien que mes personnages fassent ça. Et puis, le livre, il est dédié à une élève. Est-ce que vous avez vu qu'au début du livre, il y a une dédicace? Pour Fatoumata D. Ma meilleure élève qui rêvait de partir aux États-Unis pour chanter du gospel. Alors en fait, la Fatoumata en question, qui a 35 ans maintenant, que j'ai retrouvée grâce à une de mes filles qui l'a retrouvée quand le livre est sorti, c'était en effet ma meilleure élève. Et c'est pas du tout son histoire que je raconte, parce qu'elle était vraiment très forte en anglais. Et pourquoi? Parce que l'anglais, c'était pour elle le symbole de la liberté. J'étais prof, moi, en banlieue parisienne, à Bobigny, et Fatoumata venait du Mali, était musulmane, et était très malheureuse chez elle. Et l'anglais lui permettait de rêver, de penser qu'un jour elle aurait une vie meilleure et une vie plus libre. Et elle était tombée amoureuse de la musique gospel, du gospel. Vous savez ce que c'est, le gospel? Vous devez en fait savoir, vous avez forcément déjà entendu, sans savoir que ça s'appelle le gospel. C'est chanté, j'aimerais bien que vous deviniez quand même. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film Sister Act? Non, c'est un vieux film. Ouais, c'est par génération. Oui, mais parfois il passe à la télé. Oui, c'est vrai. Le gospel, en fait, ce sont des chants religieux chrétiens, mais qui étaient chantés et qui sont toujours chantés par des Noirs américains, descendants d'esclaves, et qui donc, quand le gospel a été créé, prenaient des textes religieux, puisqu'on les avait convertis un peu de force, enfin ils étaient devenus chrétiens comme ça, un peu de force. Donc ils prenaient des textes bibliques, mais ils y mettaient tout le rythme et les mélodies de l'Afrique, d'où on les avait arrachés, puisqu'ils étaient arrivés comme esclaves. Et ce sont des chants très très beaux, chantés par des chanteurs qui chantent magnifiquement bien. Et non seulement ils chantent, mais
Ils bougent, ils dansent, ils s'exclament, etc. Le gospel, c'est magnifique. Voilà, j'espère que vous en écouterez dès que vous rentrez chez vous. Non. Elle rêvait d'aller chanter du gospel aux États-Unis, mais elle n'était pas du tout chrétienne en fait. Vous voyez? Et donc en fait, son rêve, il était très 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 loin de sa réalité. Et la clé pour se sauver, en fait, pour elle, c'était l'anglais. Donc, elle apprenait l'anglais, toute seule. Elle apprenait en cours, mais elle allait à la bibliothèque, elle prenait des méthodes, elle essayait de lire des livres. Elle était comme une folle, une obsédée de l'anglais. Et le fait est qu'elle est devenue très forte en anglais, elle a fait des études d'anglais, et elle n'a pas forcément tout réussi dans sa vie. J'ai oublié de vous dire quand même ce qui la rendait très malheureuse, c'est que son papa a essayé de la marier quand elle avait 13 ans, ce qui est un petit peu jeune, non, pour se marier? Vous êtes tous mariés là? T'es marié? T'es marié? Marié? Non. Et elle s'est sauvée, elle s'est réfugiée au collège pour qu'on intervienne, etc. Donc, quand je vous dis qu'elle était malheureuse, elle était quand même très malheureuse. Et l'anglais l'a quand même, peut-être pas complètement sauvée, mais un peu sauvée. Voilà, donc j'ai voulu lui rendre hommage en donnant son prénom à mon héroïne. Parce que l'anglais, ça fait qu'on a des mauvaises notes parfois, mais ça peut sauver la vie, ça peut libérer. Parce que c'est quand même la langue de la musique que vous écoutez, non? Non? Vous n'écoutez pas de chansons en anglais? Non? Mais vous écoutez pas des chansons en russe? De la musique pakistanaise? Non? Alors? Moi, j'écoute en anglais. Est-ce que d'autres questions? Donc, moi et Aurélie, nous animons un club lecture au collège. Et on s'est rencontrés vendredi dernier avec des collégiens, alors qui malheureusement n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et du coup, on a préparé quelques petites questions. Donc voilà, je les ai notées, puis au cours de la rencontre, je vais en dire quelques-unes. Alors justement, pour enchaîner avec cette thématique de l'anglais, il y avait une question. Il voulait savoir, évidemment, si vous avez voyagé dans des pays anglophones. Certainement. T'es prof d'anglais, donc j'étais voilà. obligée. Sinon, on est renvoyé. Hein. Voilà, c'est dur. On va montrer son passeport. Hein. J'ai vécu aux États-Unis, en fait. Enfin, je suis allée souvent aux États-Unis et j'y ai vécu. Et puis, je suis allée très souvent en Grande-Bretagne, en Irlande, etc. Oui. Bon. Alors après, une grande question généralement qui intéresse aussi beaucoup les lecteurs, c'est de savoir dans quelle ambiance, dans quelles conditions vous écrivez habituellement. Alors, j'ai toujours moi, je ne sais pas mentir, mais j'aimerais bien savoir mentir pour pouvoir vous faire rêver. Alors, on va faire comme si j'avais menti. Enfin, je vais mentir et puis après, je vous dirai que c'est un mensonge. Donc, je viens déjà d'ailleurs de vous le dire. Donc, j'habite un château. J'ai un donjon. Bien sûr, je monte à mon donjon avec des grands escaliers. J'ai des serviteurs, quasiment esclaves, je vais le dire, qui m'éventent avec des grandes plumes de pan. On m'apporte chocolat chaud, vodka, enfin, bon, tout ce qu'il faut. Et je prends ma plume d'oie et je trace quelques signes. Non, j'écris dans le métro, j'écris n'importe où. En fait, moi, j'ai pas besoin de conditions. Il faut que j'arrive à rentrer dans mon histoire comme si c'était une petite maison. Voilà, une fois que je suis dans la maison, je laisse personne rentrer, en fait. Enfin, j'essaye. Et si je suis dans le métro, c'est vrai que ça m'arrive. Pas d'écrire un livre, hein, je n'écris pas de livre entier dans le métro en couchant par terre et tout, non. Mais d'avoir une idée, puis de noter. Si je suis en train de penser à mon livre, je travaille beaucoup chez moi, c'est vrai, bien entendu, mais quand je fais souvent des rencontres, quand il n'y a pas le Covid qui me casse les pieds, et je prends beaucoup le train, donc j'écris beaucoup dans le train, à l'hôtel, n'importe où. En fait, on travaille très bien quand on est à un endroit où on n'est pas censé travailler. Vous préférez vous faire vos devoirs chez vous, dans votre chambre, au calme, sur votre bureau, ou par terre au McDo? Assis par terre. Ouais. Oui, mais la médiathèque, c'est quand même sérieux, franchement. Vous faites pas, n'aimez pas faire vos devoirs à un endroit devant la télé, par exemple, ce qui est une très mauvaise idée. Ça vous arrive jamais? Mais ils sont trop sages. Ils me font peur, c'est des extraterrestres, en fait. Pourquoi vous m'avez fait venir moi? Non?
Vous faites toujours vos devoirs dans d'excellentes conditions? Non. Ah. Donc, dans des mauvaises conditions, eh ben, en fait, ce sont des bonnes conditions. Pourquoi? Parce que on a l'impression d'abord qu'on est un petit peu libre, qu'on n'est pas puni dans sa chambre, hein. Et puis aussi parce que vous faites un tel effort pour rentrer dans votre travail qu'une fois que vous avez fait cet effort-là, vous êtes vraiment dedans, vous êtes complètement concentré. Non? Non. Mais on peut rêver. Et vous écrivez sur les ordinateurs? Ben, avant, j'écrivais tout à la main et après, je tapais. Et puis maintenant, j'écris quand même beaucoup sur l'ordinateur, mais quand c'est un passage beau, j'écris à la main. Que je veux qu'il soit beau, j'écris à la main. Un passage tendre, je l'écris à la main. Parce que le problème de l'ordinateur, c'est... Enfin, moi, je fais beaucoup de brouillons. Et j'écris, je bats, je mets de côté, je jette pas, mais je mets de côté, je recommence, etc. Et il m'est arrivé plus d'une fois, quand j'écrivais des livres, de recommencer le passage, de recommencer, puis après de me dire, mais qu'est-ce que j'avais écrit au début? Je bats, et la phrase, là, qui était toute pleine de... en fait, elle était très bien. Et je pouvais la retrouver. Vous voyez, qu'à l'ordinateur, si vous avez ça fait pas, ça fait supprimé. Et là, c'est impossible à retrouver. Ce qui fait que quand je travaille sur l'ordinateur, du coup, je suis très concentrée parce que j'ai l'impression un peu que je suis un funambule qui marche sur un fil. Et quand je supprime, bah, voilà, je suis sur le fil. Et si ce que j'ai supprimé était magnifique, et que je l'ai supprimé, bah, je me crache et je tombe par terre. Donc, je fais très, très attention. Et pour faire, je me répète ce que j'ai supprimé, tout en tapant autre chose, ce qui fait que je deviens folle. Je ne sais plus où j'en suis. D'accord. Donc, il y a toujours un petit carnet qui vous accompagne? Oui, toujours. Chaque fois. Ouais, toujours. Et même, j'écris parfois, pendant le confinement, j'allais me promener 1 heure. 1 kilomètre? Pas 1 kilomètre, exactement. Et en plus, oui, j'avais mon GPS. En plus, moi, j'habite à Paris, mais près du bois de Vincennes. Et il y avait des policiers à cheval et qui vous demandaient votre attestation. Donc, chaque fois, je la montrais au cheval, bon, qui était beaucoup plus tolérant que le policier, je dois dire. Et ils vérifiaient sur leur GPS à eux que j'étais pas. Et une fois, il y en a une qui m'a dit... vous êtes à 1 kilomètre, il y avait 50 cm, quoi. Enfin bref. J'ai dit, mais oui, mais justement, je vais tourner là. Bon. Ah oui, c'était dur. Bref, et du coup, je prenais pas toujours un carnet. J'allais comme ça. Bon. Donc j'écrivais, je m'envoyais des SMS avec... ce qui est très énervant parce qu'en fait, vous tapez le SMS, vous l'envoyez, et vous avez 2 messages. Celui que vous avez envoyé... Et, quelqu'un m'a écrit, ah non, c'est moi. Voilà. Et puis l'autre problème aussi, c'est à la piscine. Bon, maintenant, il n'y a plus de piscine, mais je vais beaucoup à la piscine. Et vous savez, quand on fait du sport, parfois, tout se met en place dans la tête. Et donc, au beau milieu du grand bain, je nage et... mais vous, bien sûr, c'est ça. Et j'ai la phrase parfaite et tout. Mais je suis en maillot de bain. Sans carnet. Dans l'eau, sans carnet amphibie. Et donc, il faut que je finisse mes longueurs, parce que comme je suis grosse, il faut que je maigrisse, donc il faut que je finisse mes longueurs, en me gardant la phrase en tête. Donc, en me répétant. Donc, c'est essouffle, mon père, voilà. Et après, il y a la douche, où je parle également, puisque je répète encore la phrase sous la douche. Donc, les gens me regardent de manière... Parce que là, celle-là, et enfin, je saisis mes affaires, je me jette dans la cabine et j'écris pleine d'eau, bien sûr. Voilà, donc le papier se déchire, mais j'écris. Question. Thierry Magnier, Oui. vous présente comme vous vouliez être clown, mais je vois que vous êtes beaucoup d'humour. Qu'est-ce que vous avez fait de cette envie d'être clown? Je suis devenue prof, donc clown raté, puisqu'un prof fait des blagues, mais personne ne rit. Mais c'est vrai, je voulais être clown depuis toute petite. J'ai essayé de me faire kidnapper par un cirque, mais aucun cirque n'a voulu de moi. Et
ben, je vis, hein, je vis en essayant de rire, surtout quand je suis triste, parce qu'en fait j'écris beaucoup de livres tristes, mais ces derniers temps j'écris surtout des livres drôles. Mais plus la vie est triste, plus je rigole. Voilà. Parce que c'est une défense, hein, de rire de ce qui est triste, vous êtes d'accord? Ça aide. Quand je suis malheureuse, que je me suis disputée avec quelqu'un, ce qui n'arrive jamais, bien entendu, n'est-ce pas? Vous non plus? Disputez jamais avec personne? Non. Tout le monde vous aime, tout va bien, okay, moi aussi. Mais la fois où quelqu'un m'a fait de la peine, et bon, quand on n'est pas content, on est malheureux, j'enlève juste une seconde pour montrer. Et du coup, chaque fois, je me dis, bon, va te voir dans ma classe. Et je vais dans la salle de bain et je me vois un chien battu et tout. Et c'est un peu ridicule quand même. Quand on prend l'air vraiment malheureux et boudeur, on a une tête un visage un peu ridicule. Donc ça me fait rire. Donc une fois que j'ai ri de moi, bon, ça va mieux quand même. Et je retourne donner une gifle à la personne qui m'a fait. Non, pas du tout, mais c'est pas, non, pas de violence. Comment? Ça me donne des idées. Ah, voilà. Tu vois, t'as bien fait de venir. J'ai une question. Oui, vas-y, ma petite. Ça fait combien de temps que vous écrivez des livres? Alors, j'écris depuis que j'ai 8 ans, parce que j'ai décidé de devenir écrivain à 8 ans. Mais je n'écrivais pas des livres à 8 ans, bien qu'étant un génie, ce n'était pas... je ne faisais pas ça. Non, je ne suis pas un génie. Mais j'ai écrit mon premier livre terminé quand j'avais 23 ans, et c'était une autobiographie. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quoi? Voilà, et qu'on raconte sa vie. Alors, vous imaginez à 23 ans comme ma vie était intéressante. Déjà, même moi, elle m'ennuyait. Alors, vous imaginez que je la raconte. Donc, j'ai passé des mois à écrire ce livre. À 23 ans, autre chose à faire que d'être enfermé chez soi à écrire. Mais alors, j'écrivais. Et je termine, et je me dis, le monde entier n'attend qu'une chose, c'est d'entendre parler de ma vie. Erreur. Je l'envoie à des tas d'éditeurs, et personne n'en a voulu. Et j'étais très, très vexée. Ça m'a beaucoup blessée, parce que je ne me rendais pas compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce livre, tu vois. Et il m'a fallu un petit peu de temps avant que je réalise que, en fait, dans ce livre, je ne parlais que de moi, et il n'intéressait que moi. Voilà. Et j'ai beaucoup réfléchi pendant les années qui ont suivi. J'ai commencé à écrire d'autres choses, puis je m'arrêtais en me disant « Oh non, c'est pas bien tout ». Et j'ai réussi à écrire mon premier livre publié plus tard, quand j'ai eu ma première fille. Mais j'ai compris quelque chose de très très important. Quand on aime un livre, c'est parce qu'on a trouvé qui dans le livre. Vous, quand vous aimez un livre, c'est parce que vous avez trouvé qui. Quelqu'un qui me ressemble. Donc, tu as trouvé qui? Vous. Vous êtes d'accord? C'est pour ça qu'on n'aime pas tous les mêmes livres. Hein, il y en a qui se reconnaissent, qui se trouvent ou qui se reconnaissent dans un livre et d'autres dans un autre livre. Et ça ne veut pas dire que le livre raconte votre histoire, pas du tout. C'est qu'il y a quelque chose dans le héros ou dans l'histoire ou dans les sentiments qui traversent le roman qui vous fait penser à vous, qui est comme vous reconnaissez, vous découvrez, où il y a comme un écho, comme une voix qui vous parle à vous vraiment très profondément. Et pour ça, il faut que l'auteur, pour que vous puissiez vous trouver dans le livre, il faut que l'auteur, il se fasse tout petit. Parce que si, moi, je peux parler comme ça, si je te passe ce livre en te disant, alors voilà, c'est pas mon histoire, mais bon, on va le faire comme si, voilà, là, dans ce livre, je parle de moi, d'ailleurs, il y a ma photo sur la couverture, et c'est ma vie, et c'est mon... Hein, toi, tu vas le lire en pensant tout le temps, c'est elle, et elle, je m'en fiche en fait. Tu vois, tu vas avoir beaucoup de mal à te trouver toi parce que je ne t'aurais pas laissé de place. Et je me suis dit, en fait, tous les écrivains, quand ils écrivent sur eux. Moi, je sais que je me mets, moi, dans tous mes livres. Mais j'essaie d'être le plus discret possible, le plus petit possible, le plus caché possible. Tu vois? Ce qui fait que du coup, les lecteurs, ils peuvent se trouver, eux, ils ont la place, l'espace, et de se retrouver eux. Donc, mon premier livre, vraiment publié, il est sorti en 98, il est là, c'est une réédition parce que derrière, il y a des livres. C'est Le Chemin de fumée. Ah oui, voilà. Il n'y a pas très longtemps, c'est une nouvelle édition. Voilà, c'est une nouvelle édition.
C'est sorti en 98, donc vous n'étiez même pas un rêve. Édité aux éditions du mercredi. Voilà. Oui. Une question. Est-ce que vous lisez beaucoup de livres pour vous donner des idées? Alors, je ne lis pas beaucoup de livres pour me donner des idées. Je lis beaucoup de livres parce que j'adore lire, comme tous les écrivains. Et c'est évident que de lire les livres des autres vont me donner, pas forcément des idées de livres, mais vont me montrer que tout est possible. Par exemple, moi, j'écris toujours, je n'écris que sur 2 périodes. Tu vois, j'écris sur maintenant et j'écris sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et quand je lis des livres qui se passent à une autre époque, à chaque fois, je me dis, mais enfin, vas-y, lance-toi, va faire un tour au Moyen-Âge, tu vois, ou dans l'avenir. Bon, ça, je crois pas, parce que je n'aime pas la science-fiction, mais alors ça peut me donner, peut-être pas des idées, mais me montrer qu'on peut écrire, en fait, sur des tas d'époques. Et puis, c'est si bon de lire les livres des autres, c'est si bien, si beau, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Toi, tu lis beaucoup? Tu ne lis que mes livres, en fait. Allez, dis-le. À vous. Oui. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un nouveau livre? Alors, je suis tout le temps en train d'écrire au moins un livre ou de penser à plusieurs. Donc, il y en a. Alors, je vais peut-être vous montrer. Je vais les prendre, oui, parce que j'en ai dans mon sac, mais je n'ai pas tout. Il y a j'ai commencé en fait une série. Au début, je ne savais pas que ça allait être une série. En plus, pour les millions alors, ça se passe, ce sont toujours des élèves qui sont en primaire. Mais vous savez, les livres, c'est pas des paires de chaussures. Hein, pour pas, je vous dis, ah, tu choses du 36, ah ben non, tu ne peux pas mettre un livre du 34. Pas vrai. Donc, ça se passe en primaire. Et c'est toujours des enfants qui ont un problème plus ou moins grave et qui vont s'en sortir plutôt pas mal, même s'il n'y a pas de papier. Et donc, ils ont un problème, parfois c'est un problème qui fait quand même beaucoup de peine, mais ce sont tous des livres drôles. D'accord. Donc, la fille de la maîtresse, son problème, c'est que c'est la fille de la maîtresse. Apparemment, il y a des enfants de profs ici, des pauvres. Donc, ils savent pourquoi c'est compliqué, surtout quand la maîtresse ou le prof est dans le même établissement. On a envie d'être libre, d'être soi, et au lieu d'être soi-même, on n'est que la fille de la maîtresse. Donc, le reste, son idée, ça ne va pas faire tous les livres, mais à un moment donné, elle ne supporte tellement pas ça qu'elle va se rendre absolument infernale pour que elle ne soit plus la fille de la maîtresse, elle s'appelle Dolores, hein, mais que sa mère devienne la mère de Dolores. C'est-à-dire c'est elle qui est super connue dans l'école parce qu'elle est horrible, elle fait plein de bêtises, elle se bat, bon. Et comme ça, sa mère, elle est moins importante qu'elle. Bon, ça marche pas tout longtemps. Le deuxième, du coup, c'est l'Amicale des Sans-Amis. Donc ça, ce sont des livres qui sont juste tous sortis en 2020. L'Amicale des Sans-Amis, c'est un garçon qui n'a pas d'amis, il est tout seul. Et plus il est seul, plus il est seul. Vous êtes d'accord que l'amitié, c'est pas très juste. En fait, il dit le calcul de l'amitié, ce n'est pas un calcul juste. C'est-à-dire plus t'as d'amis, moins t'as d'amis, moins t'as d'amis. C'est-à-dire ceux qui sont populaires, ils ont tout le collège, toute l'école qui veut être copain avec eux. Hein. C'est vrai ou pas? Et ceux ou celles qui n'ont pas d'amis, ben, ils sont vraiment pas d'amis. Et donc, il n'en peut plus d'être toujours tout seul, il déteste la récréation. Il ne supporte plus en plus qu'on voit qu'il est tout seul. Je pense qu'il est seul, mais en plus, les autres le voient seul. Donc, il va trouver, je vous raconte plus le début, hein. Il va trouver un petit, il va chercher un endroit caché dans son école, et dans la cour, au fond de la cantine, derrière des arbres, il va trouver une petite cabane abandonnée. Et là, il va se réfugier pendant plusieurs jours, et il sera, chaque récréation, il ira là, même après la cantine, où, d'accord, il sera tout seul, mais au moins, il sera tranquille, sans le regard des autres. Puis un jour, il entend quelqu'un qui arrive. C'est qui? C'est une fille qui est... Oui, qui est toute seule. Et qui s'est dit qu'elle allait peut-être aller là. Et puis, quelques jours après, encore quelqu'un.
Et en fait, ils vont se retrouver à 6 qui étaient tout seuls, qui croyaient qu'ils étaient seuls au monde à être seuls au monde. En fait, ils ne sont pas seuls. Et ils vont, au bout d'un moment, former l'amicale des sans-amis. Alors, une amicale, c'est comme un groupe. Hein. Bien vite va se poser le problème. Pour faire partie de l'amicale des sans-amis, il faut être sans amis. Mais quand on fait partie de l'amicale des sans-amis, on a des amis qui sont des sans-amis. A-t-on le droit de faire partie de l'amicale des sans-amis quand on a des amis qui sont des sans-amis? Problème. Voilà. Comment vont-ils résoudre ça? Vous le saurez en disant l'amicale des sans-amis. Le troisième, parce que du coup, j'ai pas occupé, alors du coup, ils ont commencé à me faire une série. C'est Je m'appelle Vladimir, ce qui vient de sortir. Comment? Ah ben voilà, maintenant tu vas me l'écrire. Bonne question. Bonne question. Et bien en fait, tout le livre, c'est cette question-là. Il a un prénom polonais, très 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 compliqué pour les Français, pas pour les Polonais. Et il ne supporte pas son prénom. Parce que personne, déjà les maîtresses, elles ne l'interrogent jamais. Parce que, bon. Alors on monte du doigt, il y a des copains lui ont trouvé un petit surnom de bébé. Il y a un méchant dans la course, il y a toujours un méchant dans la course, ou une méchante, qui se moque de lui sans arrêt à cause de son prénom. Et donc au début, il déteste son prénom, c'est vraiment un rejet total. Et puis petit à petit, il va. Et donc, pendant le confinement, parce que vous savez, les livres, on les écrit, puis après, ça met des mois, parfois des années avant qu'ils sortent. Donc pendant le confinement, j'ai écrit Coco la clown. C'est un livre qui va sortir au mois d'août. Alex Chaise et Elisabeth Lamarck sont demandés à l'accueil. Merci. Désolée. On est dans un aéroport. Ça peut arriver. Donc Coco la clown, je l'ai écrit pendant le coco-confinement du coco-virus. Et donc c'est la suite, c'est une fille qui fait tout le temps la clown et qui fait tout le temps rire. Et il y a des moments, elle n'en peut plus d'être dans son rôle. Parce que les gens, vous savez, quand vous faites le clown, les gens ils s'attendent à ce que vous faites tout le temps, vous fassiez, tout le temps le clown. Et parfois on n'a pas envie de faire rire. Ou le contraire, quand on est tout le temps sérieux, le jour où on veut faire rire, personne rit parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il fait. C'est dur d'avoir un rôle comme ça, pas pouvoir s'en sortir. Voilà, donc ça, celui-là, il sort au mois d'août. Je suis en train d'écrire celui qui va sortir dans un an. C'est un petit garçon qui n'aime que les bêtes. D'ailleurs, tout le monde lui dit qu'il est bête. Et il va aller à l'école avec un hamster dans la poche. Moi, je suis au début. Le hamster s'appelle Gangster. Et sinon, j'ai un autre livre que j'avais arrêté pendant 2 ans et que j'ai repris, qui est un livre pour plus grands, pour adolescents, et qui est l'histoire d'un garçon, donc un ado, de banlieue parisienne, qui, pour des tas de raisons, est très malheureux chez lui, enfin, il n'y a pas... Sa mère s'est barrée, etc. On lui dit qu'il faut qu'il aille en internat. Vous savez ce que c'est, les internats? Et il doit choisir, ou alors en foyer, et il ne veut pas aller en foyer, donc il cherche... il est en fin de 3e, hein, donc de toute façon, il doit se trouver un lycée. Il cherche un lycée avec un internat et il tombe sur un lycée qui a un joli nom, le Chant des Oiseaux. Et il décide de s'inscrire dans ce lycée. Mais c'est en Normandie, donc très loin, et c'est un lycée agricole. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un lycée agricole? Qu'est-ce qu'on apprend dans un lycée agricole? Oui? L'agriculture. Absolument. Donc, en plus, c'est un lycée d'élevage. Donc, il va se retrouver avec les animaux et pas les hamsters pour le coup. Hein. Plutôt. Et donc il va débarquer dans un lycée agricole, lui qui n'a jamais entendu une vache meugler et qui ne sait même pas que l'herbe pousse. Hein. Et premier, je vous raconte juste le début, parce que c'est en fait un truc vrai qui m'est arrivé moi. Il débarque dans le lycée agricole, on lui explique, il pose ses affaires, et il sort pour aller manger, pour aller dîner, et se retrouve face à un immense poster d'un porc énorme qui le regarde en rigolant. Et en fait, j'ai visité un lycée agricole, enfin j'étais même hébergée dans un lycée agricole il y a des années, et on m'avait logé dans une petite chambre, et je suis sortie pour aller manger avec les... Et il y avait un porc qui me regardait en rigolant. Est-ce que vous, chez vous, dans votre chambre, vous décorez votre mur avec un poster de porc?
Non, même si on aime les animaux, c'est quand même un peu particulier, vous êtes d'accord? Et donc, quand ça m'était arrivé, moi, je m'étais dit, mais je suis où? Là, c'est quoi cet endroit? C'est dangereux, hein. Et après, il y avait des vaches, après, bon. Et voilà, donc ça raconte comment il va essayer de... Au début, il va pas être bien du tout, il va être même très moqué par les autres, et puis petit à petit, il va lui aussi se faire sa place au milieu des porcs. Non, au milieu de... Oui. Où vous trouvez toutes vos idées? Bah, tu vois, en fait, j'ai en plus un petit peu répondu déjà pour I Love l'anglais, parce que j'étais prof, hein, le lycée agricole, parce que c'est vrai que l'idée de ce livre, je ne l'ai pas du tout, pas commencé à l'écrire tout de suite quand j'avais vu ça, mais quand j'avais vu ce truc de ce port, enfin, ce poster dans ce lycée, je m'étais dit, mais si un de mes élèves, parce que moi, là où j'étais prof, les élèves étaient presque tous, enfin, peut-être pas presque tous, mais les 2 tiers étaient musulmans, ils ne mangeaient pas de porc. Et je dis, si un de mes élèves débarquait dans un lycée où il y a des posters de porc, et puis on élève des porcs en fait, comment il réagirait? C'était cette espèce de choc toi, de culture. Ça m'avait fait rire, l'idée. Et donc, ça, mes idées, elles viennent de ce que j'observe, de ce qu'on me raconte aussi. J'aime bien les histoires de vie, que les gens me racontent leur vie. Hein. Des musiques que j'entends, il y a des livres que j'ai commencé, il y a La danse interdite, je ne sais pas s'il est là-bas, mais il y est. La danse interdite, hein, c'est un vieux livre. Je ne sais pas si on a pas un exemplaire. Oui, et bien en fait, je l'ai commencé, parce que j'avais entendu une chanson, il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, mais qui était dans une langue que je ne comprends pas forcément parfaitement, et je n'avais pas tout compris, et je croyais que c'était une jeune fille qu'on emmenait le matin, qui montait sur une charrette au petit matin et qu'on la séparait de son amour. Et en fait, alors j'ai commencé le livre avec cette scène de la charrette où on la sépare de son amour. Hein. Et en fait, quand j'ai vu comme les paroles, quand j'ai la traduction, c'était un veau. Encore une fois, je suis désolée, il y a vraiment beaucoup d'animaux dans mes histoires. C'était un veau qu'on emmenait au marché pour le vendre. Voilà. Bon, ce qui est moins romantique, mais pourquoi pas. Mais c'est pas grave, tu vois, l'idée, j'avais mal compris, et parce que j'avais mal compris, j'ai eu une belle idée, parce que c'est un livre que je trouve qui raconte une belle histoire, en fait. Bon, je me suis dit, est-ce que je remplace la jeune fille par un veau? Non, non. Donc ça va être des choses en moi, en fait, comme tous les écrivains, je vais chercher en moi, bien sûr, hein, mes idées, elles viennent de moi, et de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Je raconte jamais mon enfance, qui n'a pas été une enfance malheureuse du tout, mais les émotions, ce que j'ai ressenti dans mon enfance. Et moi en particulier, mais c'est quelque chose qui concerne beaucoup d'enfants. Quand j'étais enfant, je pensais que j'étais pas comme tout le monde. Et comme tout le monde, j'avais des différences, et en particulier mon origine, tu vois, qui faisait que je me sentais, toi, décalée, parfois pas aimée, parfois pas comme tout le monde. Et c'est à la fois une souffrance, quand on est enfant, d'avoir l'impression qu'on n'est pas comme tout le monde, mais c'est aussi une fierté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Parfois, on se dit, oh non, mais je veux pas qu'on me remarque, je veux faire comme eux. Puis d'autres moments, ah ouais, mais hey, moi, je suis pas pareil quand même. Je suis mieux peut-être, enfin, je suis originale. Vous êtes d'accord qu'il y a aussi ça? Et c'est bien de ressentir ça. Et donc ça, c'est pratiquement dans tous mes livres, je le mets. C'est le sentiment de différence qui est parfois douloureux, mais qui est en même temps une richesse. Voilà. Et puis, je te dis, tout ce qui... Les écrivains, c'est des vautours, en fait. Tu vois, quand on me raconte des trucs... Non, les vautours, ils mangent des cadavres, c'est pas bon. Non, pas les vautours. Les voleurs, tout simplement, tu vois. Tous les petits trucs de vie qu'on me raconte. Une fois même, je vous raconte un truc vrai qui est arrivé. Je crois qu'il y est pourquoi ça fait mal. Ah non, ils sont pas tous. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, je crois. Enfin, je crois que je l'ai vu, mais je ne sais pas si. Non. Non, il n'y est peut-être pas. C'est pas grave. Un jour, ma fille,
elle était encore adolescente, ma fille aînée, rentre à la maison, j'habite à Paris, hein, et elle me dit, oh, maman, j'étais dans le bus. Paris, il y a des milliers de bus. Hein. J'étais dans le bus, et il y avait un garçon super beau, et il me regardait, et je le regardais, et il me regardait, et je le regardais. J'ai dit, et alors? Il me dit, il est descendu. Alors je lui dis, je lui demande, mais tu lui as demandé son nom, son numéro de téléphone? Non, oui. Non, je lui dis, il t'a demandé ton nom, ton numéro de téléphone? Elle me dit non. Je lui dis, et toi, tu lui as demandé son nom, son numéro de téléphone? Elle me dit, oh non, quand même, maman, je ne vais pas demander à un garçon. Je lui dis, mais vous êtes débile. Moi, j'aurais sauté dessus. Hein. Je ne sais pas comment j'ai élevé mes enfants, mais le résultat. Elle me dit, je ne le reverrai jamais. Je lui dis, bah non, à Paris, tu ne le reverras jamais. En fait, elle l'a revu, par un hasard incroyable. Il a une fête où elle était invitée, il était invité aussi. En fait, c'était un parfait débile, et il ne l'intéressait absolument pas. Donc, il ne s'est rien passé. Mais moi, à l'époque, bon, j'avais divorcé, donc j'avais le droit de retomber amoureuse, vous êtes d'accord? Même vieille, on a le droit. Oui ou non? Oui. Même très vieille. Et donc, je vivais une histoire d'amour de vieux, hein, une vieille, un vieux, voilà, un peu compliquée. Et quand j'ai un truc intense comme ça, c'est vrai que j'ai envie d'écrire dessus. Mais moi, je suis écrivain pour la jeunesse, je suis auteur jeunesse. Je vais, pour la jeunesse, écrire un livre d'un vieux qui est amoureux, ou plus ou moins d'ailleurs, d'une vieille qui est amoureuse, ah oui, d'un vieux. Ça vous intéresse? Vous voulez que je vous raconte? Ça vous intéresse? Non. Et même moi, je n'avais pas tellement envie de réécrire comme ça. Mais j'avais envie de parler de ce que je ressentais. Et je me suis emparée, mais vraiment, comme une voleuse de l'histoire de ma fille. Je lui ai demandé la permission. Je lui ai dit, je peux te prendre ton histoire de bus? Il m'a dit, oui, vas-y. C'est parti. Et j'ai écrit cette histoire, pourquoi ça fait mal, d'une fille adolescente qui monte dans un bus, elle est en retard elle prend pas le même bus que d'habitude pour aller au lycée, et puis c'est lui, c'est elle, et le garçon descend. Et puis le lendemain, il est dans le bus, etc. Ils vont vivre une belle histoire d'amour qui forcément va mal se terminer, bien sûr, sinon c'est pas de l'amour. Vous saviez ça, hein? Ne prends pas au sérieux ce que je dis. Mais non, parfois ça se termine bien. Ça se termine bien. Et en fait, je me suis servi, tu vois, de ce petit épisode qu'elle m'avait rapporté pour raconter une histoire d'amour qui n'est pas du tout celle que je vivais à l'époque, mais les sentiments que l'héroïne éprouve pour le héros étaient ceux que moi je ressentais à ce moment-là. Donc voilà, un écrivain, il va piquer tout partout, quoi. Fais très attention à tes affaires. Comment est venue l'idée de devenir prof d'anglais? Alors, j'ai beaucoup... D'abord, moi j'ai appris l'anglais pas du tout avec mes profs, puisque de toute façon je détestais tous mes profs. Oui, sauf un. Mais bon. Alors, j'étais en terminale, j'étais prof d'anglais, mais en terminale, c'est déjà... Mais j'ai appris... Non, je détestais pas tous mes profs, mais quand même beaucoup. Et j'ai appris l'anglais par la musique rock. Vous savez ce que c'est le rock? Non, mais où vous vivez? Gospel, connais pas. Chanson en anglais? Ah non, jamais. Le rock, c'est quoi? Un caillou? Non, c'est la musique rock, vous connaissez? Oui. D'ailleurs, c'est quand même toujours à la mode. Hein. Et j'aimais tellement ça que j'apprenais les disques que j'avais, c'était pas des CD à l'époque, c'était des disques. Je copiais les paroles, j'essayais de comprendre avec mon dictionnaire, etc. Et donc j'ai appris très très bien l'anglais par les chansons. Bon, ça donnait un vocabulaire parfois un peu bizarre, mais... Et après, j'ai voyagé pendant des années. J'ai pas commencé mes études tout de suite. J'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger et j'ai allé dans les pays où on parlait anglais ou dans d'autres pays. Et quand tu voyages, de quelle langue tu parles, de quelle langue tu te sers, pardon, quand tu ne parles pas la langue du pays? De l'anglais. Et quand je suis revenue en France pour me calmer un peu, je me suis dit, j'ai temps de faire des études. J'allais faire des études de maths alors que je suis nulle en maths. J'ai choisi de faire des études d'anglais, puisque comme ça, j'ai pas besoin du tout de travailler. Je pensais que vous serez... Non, c'est pas vrai. Et puis j'ai fait mes études d'anglais, je suis partie aux États-Unis. Hein. Après, j'ai fait d'autres boulots, pareil à l'étranger, après de nouveau en France. Et quand
j'en ai eu assez des boulots que je faisais, de changer comme ça tout le temps. J'ai entendu qu'ils embauchaient, c'est vrai, à la radio. Ils embauchaient. Il y avait un concours de prof. Les concours de prof, c'est des concours. Et je venais d'avoir ma seconde fille et je me suis dit, oh, ça serait bien peut-être de devenir prof. Je me suis inscrite au cours par correspondance parce que je travaillais, j'ai passé mes concours, je les ai eus. Et je suis devenue prof sans savoir si ça me plairait. J'avais été prof, enfin quelques mois quand même, quand j'habitais en Israël, j'ai des profs à Jérusalem. Mais ça fait classe quand même. Voilà. Il fallait que je le place, je l'ai placé, c'est bon, voilà. Mais si, d'aller travailler, d'aller au lycée, travailler comme prof. À Jérusalem, c'est très joli. Bref, je reviens à Bobigny, oui, où finalement j'ai fini ma carrière. Voilà, et donc j'ai commencé à être prof. Et en fait, j'ai adoré être prof. Mais adoré. Je me suis beaucoup amusée. Mes élèves moins, mais moi. Oui. Oui. C'est combien de temps que vous n'avez plus prof d'anglais? Alors, j'ai été virée. Non. J'ai pris ma retraite. En fait, j'ai eu 3 enfants. Quand tu as 3 enfants, que tu es prof, tu peux partir avant. Donc, il y a en 2015, j'ai arrêté d'être prof d'anglais. Voilà. En me disant que ça allait. Je commençais à avoir un peu. Être moins drôle. Voilà. Oui. Vous avez commencé à faire quoi? Les premières écritures, c'était quoi? Ben, j'ai déjà raconté déjà. Les premiers écrits. Ben, Avant les livres. Avant les livres. Ah oui, d'accord, oui, tu as raison. Ben, à 8 ans, j'ai écrit le texte qui m'a fait, une rédaction qui m'a fait comprendre que si j'écrivais, j'allais pouvoir changer la vie, en tout cas la mienne. Et au début, j'écrivais des petites histoires, après des poèmes, totalement ridicules, mais il m'aime. Non, il m'aime pas, ça, c'est jamais, mais je l'aime. Il ne m'aime pas. Ouais. Tu sais, quand tu es adolescent, tu écris des poèmes. Mais je dis totalement ridicule, c'est pas grave. Parce que moi, je les trouvais beaux, et pour moi, ils étaient beaux. Et quand, après, j'ai commencé à écrire des débuts d'histoire, des débuts de livres, et tout ça, c'était raté. Même le premier livre dont je vous ai parlé, qui était raté. Il était bien écrit peut-être, mais il n'avait aucun intérêt. Mais c'est en ratant qu'en fait, on progresse et qu'on arrive à se trouver. Il faut chercher pour se trouver, d'accord? Donc, je me moque pas du tout. Enfin, si, je me moque de moi sans problème. Mais je ne sais pas si toi, tu écris des poèmes. Je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. J'écrivais un journal intime aussi, bien sûr. Ça, c'est un très, très bon exercice pour qui veut devenir écrivain. Et c'est un très bon... c'est une très bonne... un très bon moyen d'aller mieux quand on ne va pas bien. Parce que dans un journal intime, on parle de quoi? De je me suis brossé les dents ce matin et la brosse à dents était rose? Non. On parle de quoi? C'est quoi on parle dans son journal intime? Oui. Et qu'est-ce que tu voulais dire là-bas? Des choses importantes, des problèmes. On raconte pas que il fait beau. On dit qu'on a mal. On dit qu'on voudrait que, et puis c'est pas comme, et puis personne ne nous comprend. Mais ce que vous êtes en train d'écrire, c'est comme un ami qui vous comprend. Vous êtes d'accord? Hein, que ça, déjà, vous cherchez les mots pour exprimer ce que vous ressentez. Donc ça fait beaucoup de bien, parce que vous vous rendez compte qu'il y a des mots pour ça. Et puis, en plus, ça... Comment dire, vous allez peut-être créer un petit peu de beauté. Et quand, avec quelque chose qui fait mal, on crée de la beauté, parce que ce qu'on a écrit est beau, et de la sincérité, ça fait du bien. Ça sort de soi et ça fait du bien. Donc, de toute façon, le journal intime, qu'on veuille devenir écrivain ou qu'on veuille devenir autre chose, ça fait du bien. Donc, j'écrivais aussi un journal intime. Mais c'est en écrivant, tu vois, des choses qui sont pas forcément réussies, en commençant et puis en s'arrêtant, en essayant autre chose, qu'on progresse. C'est comme pour tout dans la vie. Hein. Tu écris, toi? Voilà, je me doutais que tu disais ça. Donc, il ne faut surtout pas te décourager. Fais attention à ce que tu montres aussi aux autres, parce que les autres, parfois, ils sont cruels. Moi, je sais que si j'avais montré mes poèmes à des gens, ils s'en seraient sûrement... il y en a qui s'en seraient moqués, tu vois. Et moi, pour moi, maintenant, moi, je me moque de moi uniquement, tu vois. Mais à l'époque, mes poèmes, ils étaient très importants pour moi. Je pensais qu'ils étaient très beaux. Et donc, ils étaient très beaux pour moi. Et puis, c'était ça qui comptait.
Et c'est d'avoir écrit ces poésies, ce journal intime, ces histoires, ces livres ratés, etc., qui m'a permis d'arriver à me trouver en tant qu'écrivain et même en tant que personne. Donc, oui. Est-ce que vous avez fait d'autres métiers à part prof d'anglais? Ah oui, j'ai fait plein de métiers. Mais des petits boulots, quoi. J'ai vendu des bougies, par exemple. C'est un métier très... J'ai servi dans des cafés, des restaurants, j'ai fait du ménage. Parce que j'ai fait l'animatrice. C'était pas vraiment des métiers, je faisais ça pour gagner un peu de sous, tu vois. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre écriture avec vous avez plusieurs livres. On en a 4 ensemble. 3 ici, je crois. Ouais. Oui, l'autre, c'est Petit roman portable. Alors, on s'est rencontrés, en fait, on avait sorti notre premier livre. Et elle, c'était Un grand-père tombé du ciel, un très beau livre. Et moi, Le chemin de fumée. Et nos deux livres parlaient de la même chose, en fait, de la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on a lu le livre l'une de l'autre. On a sympathisé, on est devenus amis. Et du coup, on s'est mis à écrire ensemble. On a écrit 4 livres. Mais le dernier qu'on a écrit ensemble, c'était L'ombre. Non, je dis n'importe quoi. Le dernier, c'est Perdu de vue. Mais l'avant-dernier, c'est L'ombre. Et pour moi, c'est le plus beau qu'on a écrit ensemble. Et du coup, moi, au bout d'un moment, je me suis dit qu'on avait fait ce qu'on avait à faire ensemble. C'est-à-dire, on est toujours amis, mais elle écrit avec d'autres gens. Moi, je n'ai plus envie d'écrire avec quelqu'un. Mais c'était très intéressant comme expérience. Alors, c'est la question que je pose toujours aux jeunes que je rencontre. Vous avez déjà préparé des exposés avec quelqu'un? C'est très enrichissant parce que les idées des autres vous donnent des idées, puis c'est des nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. On fait voilà, les talents s'additionnent, c'est formidable, mais en même temps, parfois, on a envie de tuer. Non? Quand vous avez une très 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 bonne idée et que les autres disent « Oh, mais c'est nul ce que tu viens de dire », quand vous voulez écrire ce passage et que l'autre, là, il pense qu'il ou elle va mieux l'écrire que vous, ça aussi, c'est très, très énervant. Hein. Voilà. Donc, travailler avec quelqu'un, à la fois, ça vous aère la tête et en même temps, ça vous met des barrières. Donc, c'est un mélange des deux. Mais c'est quand même... Moi, je sais que les livres que j'écris avec elle, je ne les aurais jamais écrits sans elle. Et elle non plus. Voilà. Et que ce sont des livres que j'aime beaucoup. Donc... je suis très contente de l'avoir fait. Mais c'est pas facile d'écrire avec quelqu'un. Et je sais qu'elle écrit avec d'autres gens maintenant. Et elle me téléphone en me disant « Oh, elle m'énerve !» Je dis « Vas-y, débrouille-toi. » Oui. C'est quoi les livres que vous avez préféré écrire et votre préféré? Alors, c'est... Oh, ils sont là-bas, mais je les ai apportés, ceux-là. J'ai du mal, tu sais, j'en ai écrit une quarantaine. C'est tous mes enfants. Hein, c'est tous mes bébés. Mais je les aime tous parce que tous mes livres, je les ai écrits vraiment sincèrement. Il y en a qui sont plus ou moins réussis, mais je les aime tous. Seulement, il y en a 2 qui sont plus importants pour moi, dont je suis plus fière. Si tu veux, je me dis le jour où je mourrai, si je meurs un jour, hein, et je me dirais, j'ai écrit ces 2 livres-là, et voilà, j'ai rempli mon rôle sur Terre. C'est Le petit garçon étoile, qui raconte de manière un peu poétique l'histoire de mon père, qui était un petit enfant juif caché. Et Yankov, qui est une histoire aussi de guerre, des enfants rescapés de camps de concentration. Donc je me suis inspirée d'histoires vraies aussi. J'ai inventé un héros, mais qui est inspiré d'histoires vraies. Mon héros est inventé à partir d'enfants vrais et je lui ai donné le prénom de mon père. Voilà. Donc c'est des livres-là qui sont beaucoup pour mon père. Et moi, j'aime beaucoup. L'illustrateur de celui-ci, c'est l'éditeur qui vous l'a fait rencontrer Je ne l'avais pas rencontré avant que le livre sorte. C'est l'éditeur qui me l'a imposé. Il était très jeune à l'époque, Olivier Latic. Maintenant, il est extrêmement connu. Mais il était très jeune, il ne connaissait pas grand-chose. D'ailleurs, il ne connaissait rien à cette histoire. Et quand l'éditrice m'a dit, voilà, je pense à demander à cet illustrateur-là, j'ai dit, oh là, ça ne va pas aller du tout. Parce qu'il avait des trucs un peu BD comme ça. Et en fait, c'est admirable ce qu'il a fait, c'est juste parfait.
Oui. Non, mais c'est un génie, en fait. D'une certaine manière. Mais il faut... Il ne le laisse pas, c'est ça. On a le temps, on n'a pas le temps. Oui, c'est bon. On a Mais encore c'est un triste. Tu gardes un petit temps pour la dédicace. Oui, on se garde un petit temps. Bon, on a encore 10 minutes alors avant de... Je vais leur lire un truc drôle. Ah, donc, quand même, on Alors parlait, ce matin, j'étais dans une médiathèque, je ne sais plus où, à Anvers, et je leur ai demandé aux élèves, ils voulaient que je raconte un truc, je dis je ne sais pas si on a le temps, ou alors il faut me supplier à genoux. En une seconde, j'avais toute la classe à genoux, comme ça. J'ai même pris la photo, j'étais comme ça. Ah, si, je sais. Donc vous voulez ou pas? Oui. Alors, c'était un petit garçon qui ne savait pas qu'il était une étoile, mais on le lui a dit. Au début, il était content, il était fier. Il croyait que c'était bien d'être une étoile. Mais cette étoile avait trop de bras. Alors le petit garçon étoile commença à avoir honte. Et plus il avait honte, plus l'étoile grandissait. Au bout d'un moment, on ne voyait plus du tout le petit garçon. On ne voyait plus que l'étoile en lui. Autour de lui, les autres étoiles couraient en tous sens et s'affolaient à cause des chasseurs d'étoiles qui se rapprochaient. Un jour, les chasseurs attrapèrent les étoiles et les emmenèrent dans des trains noirs. Et le petit garçon vit les grandes étoiles papa, les 12 étoiles maman, et tous les petits étoilons partir vers la nuit et s'éteindre. Le petit garçon étoile replia ses bras et essaya d'étouffer toute la lumière qu'il avait en lui. Il faisait comme s'il n'était plus une étoile. Ça faisait comme s'il n'était plus un petit garçon. Il resta caché longtemps. Il faisait sombre autour et au-dedans. Enfin, la nuit se termina et le petit garçon put sortir. Dehors, il faisait beau. Mais il était tout seul. Les étoiles filantes n'étaient pas revenues. Heureusement, des gens nouveaux l'entourèrent, un peu soleil, un peu étoile. Lui réapprirent à vivre au grand jour. Maintenant, il sait qu'il est une étoile. Et il brille. Vous avez compris de quoi, voilà, je parlais de qui et pourquoi je dis que c'est un génie. Parce qu'il ne connaissait pas du tout l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, donc il a lu mes livres et puis d'autres livres là-dessus. Et puis il a dit à l'éditeur, il faut que je lui téléphone, il faut que je lui parle, sinon je ne peux pas le faire. Les éditeurs n'aiment pas mettre en relation en fait. Hein. Et parce qu'ils estiment que l'illustrateur, il doit avoir sa pleine liberté de création. C'est vrai que si je suis derrière en train de lui dire vas-y, fais ci, c'est pas bon. Et il arrive à cette case-là, le texte où je dis mais il était tout seul, les étoiles filantes n'étaient pas revenues. Et il m'appelle et me dit Rachel, je ne sais pas quoi dessiner sur cette phrase-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors je lui dis mon père. Il n'avait pas du tout de famille, donc il me dit, mais oui, donc, je dis, je sais pas, moi j'ai l'impression que mon père c'était une île déserte. Je lui dis, je ne sais pas dessiner une île déserte. Qu'est-ce que tu vois? Il me demande. Alors je lui dis, je vois rien. Mon père, il y avait mon père, et puis autour, rien. Je dis, je vois rien. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je dessine? Je lui dis, rien en fait. Je lui dis, dessine rien. Et il l'a fait. En fait, est-ce que vous réalisez ce qu'il a fait par rapport aux autres pages? Pourquoi c'est rien? Parce que si votre prof d'art plastique il vous dit, votre maîtresse dessine rien, est-ce que vous allez dessiner? C'est pas rien. Et non, une feuille toute blanche, c'est une feuille toute blanche. C'est pas rien. Pour que tu sentes rien, pour pas qu'il y ait rien, en fait. D'accord? Ouais. Le mot rien avec des petites fleurs autour. Je sais pas si on sentira le rien qui est le rien de l'absence, tu vois. En fait, il a enlevé la couleur du ciel. C'est la seule page du livre où le ciel n'a pas de couleur. Et cette page, en fait, j'ai fait des rencontres avec des enfants beaucoup plus jeunes sur ce livre, qui me mettait très mal à l'aise.
Et le dessin qu'il trouvait le plus triste, c'était celle-là. Parce qu'il sentait bien qu'il y avait rien. C'est-à-dire que quelque chose avait été enlevé et qu'il ne restait plus rien. C'est fort, hein? C'est ça le talent. Arriver à dessiner rien. Donc pour la semaine prochaine, vous allez dessiner rien. Et vous allez écrire un texte sur personne. Bon, mais on attend des... C'est un beau mot de la fin. Oui? C'est pas mal. Et je leur ai pas lu un truc drôle. Mais ça fait rien, vous l'avez fait bien. Non, moi je pense que quand même, ce qu'il Il mérite? Ah, oui, Oh, j'ai le mien. je pense que quand même. Oui, mais ce sont des enfants sages, ils vont être extrêmement choqués. Ça, Peut-être pas. C'est pas sage, j'espère. non, il est non. pas Très sage. Ah, ça va. Oh, mais tu me rassures, parce que moi, les enfants sages, ça me fait peur. Alors, j'ai écrit un livre qui est... Comment? Lui, il est pas sage. Ah, c'est bien. Venez à moi, les petits-enfants pas sages. Je dénonce. On balance. Un livre qui est un livre drôle, enfin moi je le trouve drôle, qui s'appelle Excuses exquises, et c'est un abécédaire de situations qu'on rencontre au collège, parfois. Vous êtes en quelle classe en fait dans l'ensemble? Sixième. Tout le monde? Ah, voilà, voilà, CM1, CM2, voilà. CM1, CM2, vous pensez pas encore que vos profs, ce sont des ennemis. Or, en fait, ce sont des ennemis, mais vous voyez, c'est comme les loups déguisés en moutons, on croit que... Non, c'est pas vraiment des ennemis, mais c'est vrai que quand on devient adolescent, on se révolte un petit peu contre les adultes. Donc ça, c'est un livre plutôt pour les adolescents, parce que c'est un guide pour vous aider à être extrêmement insolent avec vos profs et à les prendre pour des imbéciles. Voilà. D'accord? Donc j'ai fait un abécédaire de toutes les situations problématiques pour les collégiens. Donc les absences, les retards, l'insolence, je sais pas, le portable bien entendu, voilà. Et je propose toute une série d'excuses complètement bidons, parce que si vous vous en servez, vous serez renvoyé. Mais c'est pas grave, au moins vous aurez rigolé. Donc je vous lis l'abécédaire, enfin les têtes de chapitre. Et puis vous allez choisir, sauf que je vais en fait pas du tout vous laisser choisir parce que, enfin pas vraiment, parce que tout n'est pas réussi. Vous pensez que c'est plus facile d'écrire un livre triste ou un livre drôle? Drôle. C'est plus facile? Non. Pas du tout. C'est plus facile de faire pleurer. C'est plus facile d'émouvoir. Écrire un livre j'arrive pas. Écrire un livre drôle, c'est très difficile parce qu'il faut faire rire tout le temps. Et ça, c'est pas facile. Puis en plus, il y a des choses moi qui me font rire. Et puis, moi, ça m'arrive très souvent de faire une blague. Parce qu'on n'a pas tous le même humour. Exactement. Puis il y a des gens qu'on n'a pas du tout. Ça, c'est très grave comme maladie. Donc, et puis il y a des chapitres que j'ai plus ou moins réussis. Hein. Donc, absence, bagarre, bavardage, cantine, couloir, devoir, EPS, fou rire, gros mots et injures, hurlements, insolence, je peux sortir, kiss-kiss, leçon, mots, natation, oubli de matériel, portable, qui c'est qui, retard, sécher les cours, triche, unilinguisme, viré, web, xylophage, yeux fermés, zéro. Alors, on lit quoi? Zéro. EPS. Je n'aime pas le prof. Ça se lit. Mais tu vois, Moi, c'est un prof d'anglais. Ah oui, mais... attends, je regarde si EPS, il est vraiment drôle à lecture à haute voix. C'est pas le mieux. Si on a 5 minutes, c'est pas le mieux. En fait, ceux qui passent très bien, je sais, c'est insolence, portable, viré, c'est pas mal aussi. On va portable. Portable, on fait portable? Allez. Est-ce qu'il y a des profs dans la salle? Oui. Deux. Donc nous allons les regarder en nous imaginant que c'est eux qui ont dit ça. Mais c'est déjà qu'elle va s'en prendre plein la fille. Vous avez eu portable hier? Non, pas celui-là. Ah, voilà. Bon, alors, d'abord, je présente la situation, hein, avec beaucoup de mauvaise foi, bien sûr. On vous a... je peux enlever pour lire ça, juste pour parce que lire. ça, c'est un livre drôle et... Ah oui. Tant pis pour les... Ils sont combien? 4.
Quel succès. On vous accuse de vous être servi de votre portable en cours. Tout ça parce qu'il a sonné, qu'il s'est retrouvé dans votre main, que vos doigts se sont activés sur le clavier, que vos yeux étaient rivés sur l'écran, que vous avez soi-disant pris une photo avec, ou pire même, un film. Non, mais c'est n'importe quoi. Votre portable est votre ami. Normal donc que vous lui teniez la main, que vous lui parliez, que vous le caressiez et lui demandiez de l'aide quand vous êtes en danger. Alors, donc voilà la liste des excuses. Alors, elles sont pas toutes super drôles, mais l'accumulation, enfin, moi, je trouve ça très bien. J'appelle le GIGN pour qu'ils viennent vous calmer. Vous savez ce que c'est le GIGN? C'est les policiers super musclés, super... On a envie d'être en danger pour qu'ils viennent. Donc j'appelle le GIGN pour qu'ils viennent vous calmer. C'est eux, les spécialistes des forcenés. C'est à vous que j'écrivais un SMS. Bien tant pis. Vous ne saurez jamais ce que j'allais vous dire. Vous filmez, vous? Ah non, je déteste les films d'horreur. Ça c'est bien vu, mais c'est méchant. Alors celle-là, papa, je vais t'apprendre plein la tête ce soir. J'appelais SOS Enfance Maltraitée pour leur montrer le contrôle que vous nous avez donné. Je vous googlisais. Waouh, la tronche que vous avez sur votre profil mythique. Pas étonnant que vous ne trouviez pas de mec. Je viens de... faut pas faire ça. Je viens de recevoir un appel de l'hôpital psychiatrique. Ils arrivent avec une camisole de force. Je viens de lancer une alerte d'enlèvement d'enfants pour nous, les élèves de votre classe. Je cherchais comment réussir à sortir du collège au plus vite sur Google Maps. N'importe quoi. Je n'envoyais pas de SMS, je n'envoyais pas de texto. Je jouais à Candy Crush. C'est mon téléphone qui me téléphonait. Je regardais les résultats de foot. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les maths. Vous ne croyez pas? Je regardais votre profil sur LinkedIn. C'est vrai que vous avez 52 ans, vous faites beaucoup plus. Je regardais sur mon GPS comment suivre votre raisonnement. Il y a Kiss Kiss aussi, mais ça, c'est pas possible, vous êtes trop petit. Kiss Kiss. Vous faites pas ça. Il n'y a pas de bisous, non. Ah, dans les couloirs, jamais. Qu'est-ce qu'on avait dit sinon? Insolence et virer. Ah, on a le temps de faire les deux? Insolence. Insolence et après virer? Déjà, Ouais. avec Jess. Vous avez une classe pour la dédicace, mais Ah bon? je sais pas. Le quart. Il est écart. On ferme la nuit. On ferme. C'est insolence. Là. Allez, Insolence. Vous essayez d'être sincère et franc, mais voilà, ça vous retombe toujours dessus. On est soi-disant en démocratie, mais au collège, on n'a pas le droit de donner son avis. Pas le droit de s'exprimer. La moindre déclaration sincère de votre part déclenche le courroux des adultes qui montent sur leurs grands chevaux et vous accusent de leur manquer de respect. Alors que, pas du tout. Je voulais vous aider à faire votre coup. Vous appelez ça de l'insolence, vous? Moi, j'appelle ça de la franchise. C'est vrai que vous êtes moche. Ça leur plaît quand même, hein? J'étais juste lucide, vous allez devoir un jour accepter la réalité. Ce n'est pas de l'insolence, c'est du courage. Vous aviez l'air très énervé, j'essayais de vous calmer. Ça va mieux? J'ai pensé que ça vous ferait du bien d'avoir quelqu'un d'intelligent avec qui discuter. Je m'excuse, ce n'est pas parce que je suis plus intelligente que vous que j'ai le droit de vous parler sur ce ton. Je m'excuse, ce n'est pas parce que vous êtes nul que j'ai le droit de vous apprendre à faire un cours. Comment ça, insolent? Mais je vous imitais, je vous admire tellement, vous êtes mon modèle. Et c'est de votre faute, vous m'avez demandé si je me foutais de vous, je vous ai répondu super poliment, oui. Voilà, donc si vous êtes collé, est-ce que vous êtes servi de mes excuses? C'est votre problème. Je n'assume pas le service après-vente. C'est bien ma conclure là-dessus. Oui, Quelle conclusion? Ben merci, vous étiez absolument charmant. Comme... Ah, si sans le dire, c'est pas pareil quand c'est pas une classe. Hein. C'est extrêmement agréable d'avoir des jeunes qui viennent parce qu'ils ont envie de venir. Voilà. Un public captif.